On dit souvent « si j'avais su ». Mais ce don de devin pourrait nous faire voir une fatalité sans nous permettre d'intervenir, sans qu'on puisse aviser les gens que le mal les guette. C'est exactement le cadeau empoisonné qui afflige l'infirmière dans notre première légende. Cette infirmière avait un don qu'elle tenait de sa grand-mère, semblait-il. Et c'était le genre de don qui était vraiment pas un cadeau, surtout avec le métier qu'elle pratiquait. Elle pouvait dire quel patient ne passerait pas la nuit juste en le regardant. Même ceux qui n'avaient apparemment rien de grave, elle savait dès leur arrivée s'ils s'en sortiraient ou pas. Et ça ne servait à rien d'intervenir. La mort avait choisi son heure. Rien ne pouvait l'arrêter. Un jour, elle en a eu assez de ce don qui la rendait à moitié folle. Elle a consulté un médium qui lui a expliqué la façon de se débarrasser de son talent particulier. Le rituel semblait avoir fonctionné, car les visions avaient subitement cessé. Quelques années plus tard, l'infirmière passe ses vacances dans un chalet qu'elle a loué avec sa famille. Un après-midi, sa fille insiste pour aller se promener en forêt. Pas question de la laisser aller jouer seule dans le bois, alors l'infirmière décide d'y aller. Son mari, lui, restera se reposer. Leur escapade terminée, elles reprennent le chemin du chalet. Subitement, la petite lâche la main de sa mère et se met à courir. La mère la rattrape et lui reprend la main. Mais la petite se remet à courir, cette fois en disant vouloir rejoindre son grand-père Michel, qui vient tout juste d'arriver au chalet. La mère reste étonnée. C'est impossible que le grand-père soit venu les visiter. Mais la petite insiste. « Il est là, dans les escaliers, tu le vois pas? » qu'elle demande à sa mère. Mais la femme voit personne. La petite arrête pourtant pas de pointer vers le chalet. La femme commence sérieusement à s'inquiéter, surtout quand la petite lui crie que grand-papa vient de rentrer dans le chalet. C'est à ce moment que l'infirmière a compris ce qui se passait. Elle est partie en courant vers le chalet, où elle a trouvé son mari mort, foudroyé par une crise cardiaque. Ça a été un choc pour la femme, évidemment, même si elle savait que son mari était mort bien avant d'ouvrir la porte du chalet. Car Papy Michel, le père de son mari, était mort depuis 5 ans. Et si la petite l'avait vu entrer dans le chalet, c'est qu'il était venu chercher son fils pour l'accompagner vers la mort. L'infirmière a compris que sa fille avait hérité de ce tragique don qu'elle croyait pourtant disparu. Ça me rappelle quand j'étais petite fille, j'avais un don, je pouvais voir ou ressentir les dangers ou les choses qui pouvaient surgir dans mon entourage. Et à partir de là, j'étais quand même à l'aise avec ça, moi. Ce que je vois aujourd'hui, ce sont des fois des parents qui sont perturbés que leur enfant puisse avoir un don similaire, puis ils ont de la difficulté à composer avec ça. Sur le côté de la famille à mon père, sa mère était quelqu'un qui avait cette faculté-là. Et lui, il l'avait aussi, mais naturellement, il s'en est jamais vraiment préoccupé ou il l'a vraiment pas utilisé non plus comme tel au point que moi, je m'en sers. C'est rare qu'on a des messages comme quoi que quelqu'un va mourir. Mais ça m'est arrivé une fois, j'avais une cliente où est-ce que son père était dans un autre pays et puis j'ai reçu le message comme quoi qu'il allait décéder dans quelques mois. Et le pourquoi qu'on me disait de lui dire, c'est qu'elle puisse avoir le temps de le voir avant qu'il s'en aille parce que personne ne savait qu'il était malade à ce moment-là, sauf lui. Alors, fait que c'est ça, fait que je lui ai dit ce que j'avais reçu. J'avais pas de date précise, mais je savais que ça allait prendre 6 à 8 mois à peu près. Puis j'ai dit, ce serait le temps d'aller voir ton père, etc. Alors, elle est allée justement dans son autre pays pour aller voir son père et passer du temps, elle a passé un mois avec. Et effectivement, il est décédé pas longtemps après. Alors, ça arrive des fois, mais c'est rare.
Il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des études de ce genre-là, sur les prédictions, par exemple, et c'est relativement facile à faire comme étude. On prend une personne qui prétend pouvoir prédire l'avenir ou la mort, et on lui demande de faire des prédictions, et on vérifie 3 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, combien se sont vérifiés. Et beaucoup de scientifiques, effectivement, se sont penchés là-dessus, parce que ce serait assez extraordinaire de découvrir qu'un don comme ça puisse exister. Imaginez que ce soit possible qu'il existe quelque chose qui émane d'une personne qui est sur le point de mourir, une onde, une odeur, n'importe quoi. Ce serait drôlement utile en médecine. Ça permettrait peut-être de prévenir certains décès à l'avance, peut-être de retarder le moment du décès, peut-être de mieux préparer la famille. Bien sûr que beaucoup de médecins adoreraient pouvoir découvrir quelque chose. Les études où on essaie de voir si quelqu'un peut prédire la mort ont malheureusement jamais rien trouvé en ce sens-là. Des légendes de prémonition de mort, il y en a plusieurs, c'est certain. Entre autres, là, j'en ai entendu parler, là, il y avait des enfants qui se promenaient, puis il y en a un qui a vu un homme étendu par terre, tout mouillé, les yeux ouverts. Puis il y a un des petits-enfants qui est allé voir, puis a dit « c'est mon père ». Mais les autres enfants ne le voyaient pas. Et puis par après, il a su que son père s'était noyé. Alors ça c'est une légende que j'ai entendue. Est-ce que c'est une légende vraie? Je ne sais pas, mais c'est sûr que les prémonitions, ça arrive de plusieurs façons. Ça peut être un rêve, ça peut être une image mentale, un ressenti. C'est certain que quelqu'un qui prétend pouvoir prédire le futur, l'intuition, la mémoire sélective va jouer un rôle. Parce que si cette personne-là est convaincue, elle croit dur comme fer qu'elle a un pouvoir, bien, chaque fois que sa prédiction s'est réalisée, elle va s'en souvenir, ça va provoquer une émotion très positive chez elle, et elle va peut-être balayer sous le tapis les prédictions qui ne sont pas réalisées. Fait qu'au bout de l'année, elle va avoir cette impression qu'elle a prédit plein de choses, parce qu'elle va se souvenir, puis ses souvenirs vont se concentrer sur les prédictions réussies, et elle va oublier les autres. Fait que c'est ça qu'on appelle la mémoire sélective. Bien, ça, c'est un terme qui est exploité depuis toujours en magie, en mentalisme aussi. Donc, on essaie de faire revenir des esprits, là. On appelle ça des séances, souvent, là. Donc, on va essayer de donner l'impression à un petit groupe de personnes qu'il y a une présence, un esprit ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on utilise tous les moyens qu'on peut trouver pour essayer de faire croire à la présence d'esprit. Donc, ça peut passer là, de tables ou de chaises qui bougent, en passant par une certaine époque, ils utilisaient du coton-fromage pour donner l'impression qu'il y a de l'ectoplasme qui sortait. Bon, peu importe. Là. Donc, c'est sûr que c'est un thème qui revient souvent en magie, là, de faire croire à la présence d'esprit. D'ailleurs, à Hollywood, au Magic Castle, qui est un peu la Mecque de la magie en Amérique du Nord, il y a une séance Houdini, qui est faite sous forme de spectacle, évidemment, là, où on essaie de faire revenir la présence du célèbre magicien. La première question, comme journaliste, que je me poserais, c'est quelle est la source? Qui a raconté cette histoire-là pour la première fois? Est-ce qu'on est capable de remonter à l'origine puis se demander comment ça a commencé? Et en général, quand on fait ce genre de recherche-là, on se rend compte que l'histoire à l'origine n'était pas du tout celle qui nous est racontée maintenant. À l'origine, il y avait juste une infirmière toute seule dans l'hôpital. Et d'autres personnes ont ajouté un mari, puis d'autres lui ont ajouté une fille. C'est le jeu du téléphone. L'histoire est tellement répercutée de personne en personne qu'elle ne ressemble plus à la fin du tout à ce qu'elle était à l'origine. Et donc, la question clé, c'est quoi la source d'origine de cette histoire-là? Est-ce que cette petite fille-là a vu la présence de quelqu'un, surtout la présence du grand-père? Là, peut-être est-ce que c'est qu'on lui avait montré une photo du grand-père puis qu'elle a associé des traits physiques avec quelqu'un qu'elle a vu. On s'entend, moi, ma fille, des fois, voit quelqu'un avec une barbichette puis dit « Ah, c'est mon papa. » là. Bon, peu importe. Là. C'est pas qu'elle sait que c'est moi son papa, mais elle associe le trait à quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être juste ça qui s'est passé à ce moment-là. Puis parce qu'il y a eu un décès, bien, c'est sûr qu'on essaie de se l'expliquer, on essaie de trouver des façons d'expliquer tout ça, puis de trouver un sens. Donc, possiblement qu'on a dit « Ah, bien, la petite fille savait qu'il s'était passé quelque chose. » Mais en réalité, c'est juste qu'elle a vu quelqu'un passer, puis ça lui a fait penser à son grand-père. Là, donc, Moi, je pense que beaucoup d'enfants voient les êtres invisibles, que je les appelle. Et ça peut être plusieurs choses. Il y en a qui appellent ça des fantômes, mais ça, c'est une partie là, des êtres qu'on voit. On a tous des guides spirituels. Nos ancêtres, ils viennent nous visiter constamment.
Et les enfants, ils voient ça à un certain âge. À un moment donné, c'est sûr qu'à répétition, si les parents leur disent ah, c'est juste un ami imaginaire, il n'y a personne, c'est comme s'ils fermaient la petite antenne, mais les enfants, ils voient beaucoup, pas mal plus que ce que les adultes en voient.